C'est parti côté Eviden. Alors l'inconvénient de passer en dernier, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc on va essayer de pas trop se répéter et on va essayer surtout de créer des liens avec les présentations qui ont été faites précédemment. On va essayer de respecter la recommandation de l'ANSSI. On va pas être agile cryptographiquement parlant, mais agile dans nos présentations. Ça sera déjà pas mal. Euh, Très très rapidement, hein, je vais pas y passer une éternité. Vous expliquer ce qu'on fait pour qu'on est pertinent aujourd'hui dans notre présentation. Premier encart à gauche, une expertise effectivement avec une offre d'accompagnement autour de la PQC pour former, sensibiliser, vous aider à créer et à gérer vos inventaires crypto, à évaluer le risque et à passer derrière au plan d'exécution, au plan d'attaque. Une expertise quantique, effectivement, on est quand même assez connu dans cette thématique, avec en synthèse effectivement des travaux de R&D et la mise à disposition d'outils et de ressources pour programmer, compiler, émuler et exécuter du code sur ces fameux processeurs quantiques. Et la dernière partie, celle pour laquelle on est essentiellement là aujourd'hui avec Afeda, qui interviendra juste après, c'est autour des produits. Effectivement, on a toute une offre de produits qui embarque ou va embarquer de la PQC. Et on va aujourd'hui vous parler des HSM, des chiffreurs IP, IPsec, de la PKI. Et tout en bas, évidemment, comme tout industriel qui se respecte, des travaux de recherche qui sont en cours. Ça a déjà été vu en long, en large et en travers, donc on va faire très rapide, effectivement. Le NIST depuis 2016, des compétitions, des lauréats, des normalisations, des standardisations. On est aujourd'hui dans la 4e phase. Ce qui se profile aujourd'hui, c'est du décommissionnement de la crypto classique à partir de 2030. D'un point de vue ANSSI, et je vais insister lourdement, et comme mes petits copains d'avant et comme Afeda, l'hybridation, effectivement, c'est super important. Tout le monde a raison, l'ANSSI a raison, c'est super important, l'hybridation. La crypto d'hier, effectivement, ça fait une trentaine d'années qu'elle existe. La crypto d'aujourd'hui, je dis hier, j'exagère un peu. La crypto post-quantique, effectivement, d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue implémentation, on est capable effectivement d'y accorder la confiance qu'on est capable d'y accorder. Tout n'est pas sec, notamment en termes d'évaluation, avec notamment des travaux vis-à-vis de l'ANSSI qui vont commencer tout juste avec des produits qui vont rentrer en 2025 en phase de certification sur des périmètres autour de la PQC et du coup obtenir des visas autour de ce périmètre PQC, d'apporter un premier niveau d'assurance sur le fait que les choses sont faites correctement. Mais il est évidemment toujours question de rester sur l'hybridation et un jour viendra effectivement où on pourra avoir confiance en tout ça et envisager de rendre l'hybridation optionnelle. Finalement, la partie verte, donc voilà la partie sur laquelle on va le plus insister. Par quel bout prendre les choses? Eh bien, d'abord, je me prépare. Je me prépare, qu'est-ce que je fais? Je mets en place un programme. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que je considère le sujet à sa juste valeur. Je vais chercher des budgets, je mets des indicateurs, j'ai un plan d'action, je le suis, je fais du reporting, je communique. Première phase dans tout ça, l'inventaire de la crypto et l'évaluation des risques. Clairement, il n'y a pas pire menace que celle qu'on ignore. C'est vraiment super important de faire l'analyse de toute la crypto qui existe dans vos systèmes. Un peu plus proche du micro, c'est ça? D'accord. Donc c'est super important de faire cet inventaire. Où est-ce que je suis vulnérable? Quelle crypto j'utilise est vulnérable aux ordinateurs quantiques? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle protège? C'est vraiment super important. Et derrière, effectivement, une fois qu'on a répondu à cette question, on y est, fournisseur de produits cryptographiques. On se pose la question de quoi est-ce que j'ai besoin, qui le propose. Et derrière, en phase préparatoire, je commence à monter des phases de test, à appréhender ces nouvelles technologies. C'est différent, ça nécessite des adaptations, ça ne s'utilise pas de la même façon. Derrière, effectivement, on va passer à la phase de migration. Allez, on y va, on saute dans le grand bain, dans la piscine, on y va. Voilà, on le redit, mais c'est super important. Hybridation et crypto-agilité. Je le redis, on insiste et c'est volontaire, c'est super important. Tout n'est pas sec. Les choses doivent encore être évaluées. Ça nécessite du coup la nécessité d'hybrider tout ça, de combiner la crypto classique, la crypto post-quantique. Et en termes de crypto-agilité, effectivement aussi, la nécessité d'être capable de mettre à jour tout ça.
quand ce sera pas sec et qu'on va trouver des vulnérabilités, il va quand même falloir être capable de mettre à jour tout ça. Point maintenant, effectivement, sur la partie HSM et chiffreur IPsec, et la partie PKI sera abordée par Afeda juste après. Pourquoi ces deux produits? Parce qu'effectivement, c'est des maillons vraiment super importants dans la sécurisation de vos données, de vos systèmes d'information, des actifs que vous avez à protéger. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer à quoi sert un HSM et un chiffreur IP, donc on va passer très rapidement dessus. Un HSM, globalement, c'est une boîte à outils cryptographique. 15 minutes. 15 minutes, c'est le temps qui reste ou... Très bien, ça tombe bien, on a prévu 10 minutes chacun avec Afeda, on est encore bon. Un HSM, voilà, essentiellement, c'est une boîte à outils crypto qui va générer des clés, qui va générer des certificats, qui va générer des signatures, qui va permettre de faire du chiffrement. Cette boîte à outils crypto, elle va être combinée à des applications, à vos applications, à ces applications qui vont manipuler les éléments que vous avez à protéger. On parlera un peu après de la signature, des clés et de la PKI. Les choses sont bien faites. Chiffreur IP, bon bah là effectivement, hein, sans grande surprise, ça permet de monter un tunnel VPN qui va permettre de sécuriser vos données. Alors sécuriser vos données de deux façons. Les protéger pour pas qu'elles puissent être lues, mais aussi les protéger contre les manipulations, donc contre les modifications qui ne seraient pas souhaitées et encore moins souhaitables. Les défis, les vulnérabilités, les menaces d'un point de vue HSM, donc d'un point de vue vraiment fournisseur et développeur de ce type de produit. On l'a vu, la PQC, ça induit des problématiques de performance, mais aussi de taille mémoire. Les clés sont plus longues, les résultats des signatures sont plus longs. Nous, en tant que fournisseur, qu'est-ce que ça veut dire? On doit intégrer ces problématiques de PQC dans des produits qui sont existants aujourd'hui. Ces produits n'ont pas du tout été pensés pour ça. Ces produits n'ont pas été pensés pour la crypto-agilité. Effectivement, on en parle aujourd'hui, mais hier, on n'en parlait pas. On faisait de la crypto standard, on allait chez LCST, on avait un coup de tampon, on disait, bon ben voilà, tout est robuste, je prévois évidemment d'être capable de mettre à jour certaines choses, mais pas ce type de mise à jour profonde dont on parle aujourd'hui. Donc ça nécessite effectivement de faire des efforts de R&D assez conséquents et d'être capable de mettre de l'innovation dans tout ça. Une deuxième génération de produits arrivera, mais elle n'arrivera pas tout de suite, sans grand secret. Et cette fois-ci, elle intégrera de façon native toutes ces problématiques. Mais il faut bien commencer quelque part. Les défis, effectivement, tout le monde en a déjà parlé, c'est les standards qui évoluent continuellement, les implémentations qui ne sont pas sèches du tout, des travaux d'évaluation qui vont être menés, et on va bien se rendre compte à un moment donné qu'effectivement on a raison de penser que tout n'est pas sec. Des stratégies de migration à plusieurs niveaux aussi, on en a déjà parlé, de l'hybridation, de la PQC seule, à quel moment est-ce que l'hybridation devient optionnelle. Et un des défis, c'est aujourd'hui, effectivement, et là on vous encourage à le faire, c'est des initiatives industrielles encore trop peu nombreuses aujourd'hui. Il est temps de commencer à faire des tests d'époque pour appréhender ces nouvelles technologies. Voilà pour la partie HSM, ce sera déjà très bien. Partie chiffreur IP. Donc là, voilà, effectivement, je viens sécuriser les communications. Dans le protocole IKE, plusieurs parties. La partie AH qui vient authentifier. Qu'est-ce que c'est authentifier? Je m'assure que la personne qui est en face de moi est bien celle qu'elle prétend être. C'est super important. Question, est-ce que cette partie du protocole est vulnérable demain aux ordinateurs quantiques? Oui. Alors, oui, mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, l'ordinateur quantique arrive, la crypto asymétrique n'y résiste pas. Ça veut dire que demain, je ne peux plus communiquer. Bon, on se l'accorde tous, c'est dommage, c'est un peu embêtant, ça va poser quelques problèmes. Mais c'est rien face au risque suivant sur la partie IKE. La partie IKE, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de venir négocier la clé de chiffrement qui va être utilisée dans la partie suivante, dans la partie USP, qui elle va chiffrer concrètement vos données. Qu'est-ce que ça veut dire? On en a déjà parlé, je suis un attaquant étatique d'un certain niveau, je stocke des données bien au chaud, j'attends mon heure de gloire, et le jour venu, je suis capable de casser IKE, de récupérer les clés de chiffrement et d'être capable de déchiffrer les données. Alors effectivement, on parle d'attaquants plutôt de niveau étatique, mais moi, et la communauté de façon générale, invite très sérieusement à prendre en compte cette menace. Derrière, effectivement, et là la transition est toute trouvée,
pour la partie PKI qui va être prise en charge par AFEDA. La partie authentification, eh bien effectivement, qui dit authentification dit certificat, qui dit certificat dit PKI, et qui dit PKI dit un HSM qui va être capable de générer les clés qui vont permettre de gérer tout ça. Bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter, même si c'est en milieu de présentation. Je suis Afeda Bhakti, je suis responsable innovation R&D chez Digital ID, une entité d'Evidon, et donc je travaille en collaboration avec les équipes de Nicolas. On va se concentrer principalement sur les solutions qu'on appelle la PKI, l'infrastructure à clé publique. Je vais revenir très rapidement sur des basiques. À quoi sert l'infrastructure à clé publique et à quels besoins elle permet de répondre? Elle permet de répondre principalement à 4 besoins que sont l'authentification forte, être capable de contrôler l'accès et de s'assurer que les données ne sont pas accessibles par n'importe qui. Elles vont permettre aussi de s'assurer de garantir la confidentialité des données, au travers notamment le chiffrement, et de s'assurer aussi de l'intégrité des données, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été falsifiées ou altérées par quelqu'un. Et on va également, au travers de l'utilisation de certificats et de la PKI, s'assurer de la non-répudiation, c'est-à-dire être sûr que les données qui sont utilisées et qui ont été partagées ne peuvent pas être reniées par son auteur ou par la personne qui va les communiquer. Donc la PKI, elle a un rôle central dans la confiance numérique. Elle s'appuie principalement sur de la crypto asymétrique. Hein, on en a parlé précédemment dans toutes les présentations et on le verra dans le tableau qui suit. Elle s'appuie sur la crypto asymétrique qui va du coup être impactée par l'arrivée de l'ordinateur quantique. L'objectif de la PKI, c'est de distribuer différentes identités numériques qu'on appelle des certificats. Donc, on s'appuie sur des protocoles et des standards existants, qui sont notamment le X509, la RFC 5280, et l'objectif est de déployer différentes autorités de certification, depuis la racine jusqu'à des certificats utilisateurs qui vont être utilisés pour des communications sécurisées, pour de l'authentification, pour du chiffrement, tout ça dans le but de sécuriser les données et de protéger les données. Alors, je vais aller rapidement aussi sur mon tableau qui a été présenté précédemment par mon collègue. Ce tableau est extrait d'un rapport du NIST qui présente un peu les différents algorithmes cryptographiques qui sont aujourd'hui utilisés en crypto. On a notamment les algorithmes cryptographiques tels que AES ou SHA-2, SHA-3 qui sont utilisés, pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas un impact direct par rapport à l'arrivée de l'ordinateur quantique, mais pour lesquels on a des recommandations d'augmenter leur taille lorsqu'on souhaite les utiliser. Et pour tous les algorithmes qu'on appelle des algorithmes asymétriques, qui s'appuient sur l'utilisation de clés privées, clés publiques, tels que RSA, ECDSA, ECDH et DSA par exemple, ne seront plus sécurisés, ne seront plus résistants lorsque des ordinateurs quantiques seront disponibles sur le marché. Donc, en partant de ce principe-là, l'objectif est de travailler sur du coup les différents protocoles et sur les différents standards qu'on utilise aujourd'hui et de voir comment on peut essayer de s'adapter face à l'arrivée de ces nouveaux ordinateurs quantiques qui vont amener du coup la communauté à développer des nouveaux standards. Donc les premiers standards ont été publiés en août 2024 par le NIST. Donc on en a 3 principalement qui ont été publiés, qui sont Kyber, Dilithium et Sphinx. Le 4e qui a été retenu par le NIST lors du dernier round et Falcon, il n'est pas encore standardisé, mais on a au moins cette première base sur laquelle on peut s'appuyer et commencer à avancer en termes de premiers tests et d'implémentation, en tout cas nous au niveau des fournisseurs de solutions de cybersécurité. Et donc, un des premiers impacts qu'on a, nous, au niveau de la PKI, c'est la gestion des certificats. Donc, dans les certificats, on utilise des algorithmes de cryptographie asymétriques, tels que le RSA. Et donc, il va falloir utiliser les nouveaux algorithmes. Et comme ça a été dit aussi précédemment, on ne va pas utiliser directement les algorithmes post-quantiques, puisqu'ils ont très peu de recul sur les algorithmes, qu'il y a toujours des crypto-analyses en cours et qu'il y a toujours des vulnérabilités possibles qui peuvent arriver. On va partir sur un mode hybride. Donc c'est la recommandation à la fois en France faite par l'ANSSI, mais aussi par l'Allemagne
par le BSI et également au niveau européen. Il y a eu des publications récentes en novembre ou en décembre 2024 par plus de 18 membres d'États européens sur le fait qu'il faut partir plutôt sur des déploiements en mode hybride plutôt que sur du full PQC. Alors, ce n'est pas forcément des recommandations qui sont faites par le NIST, mais ils ne sont pas contre. On va partir du principe que ça appuie plutôt sur le fait que c'est des déploiements assez complexes, l'hybridation. Et on peut le voir justement sur l'exemple des certificats. Aujourd'hui, on n'est pas forcément très figé sur la solution à mettre en place. On a différentes propositions qui sont faites au niveau de la communauté scientifique. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. Le premier type de certificat sur lequel on va se concentrer est le certificat Catalyst, par exemple. L'objectif est d'ajouter en fait l'algo post-quantique dans les extensions de manière non critique, ce qui permettrait, en utilisant ce type de certificat, de pouvoir le déployer sur des systèmes qui aujourd'hui ne sont pas capables de supporter ces nouveaux algorithmes. On a une autre proposition qui s'appelle le certificat composite. Ça a été aussi mentionné très brièvement tout à l'heure. L'objectif ici est de remplacer la clé publique standard traditionnelle de type RSA par une concaténation à la fois de la clé traditionnelle et de la clé post-quantique. Et on va faire exactement la même chose sur la partie signature. Et puis ensuite, il y a d'autres propositions où on va avoir un certificat traditionnel en complément à un deuxième certificat qu'on va appeler un certificat caméléon, qui va être le delta par rapport au certificat traditionnel. Donc il y a plusieurs complexités différentes qui peuvent s'apporter. Et puis bien sûr, alors c'est pas le certificat hybride, mais on a toujours la possibilité d'avoir deux déploiements, une PKI avec des certificats traditionnels, plus une deuxième PKI avec des certificats uniquement post-quantiques. Donc ce sont des réflexions sur lesquelles aujourd'hui, c'est toujours en cours, rien n'est figé. Et au niveau de la standardisation, à côté de tout ce qui tourne autour des standards liés au certificat, on a aussi d'autres protocoles. Alors là, j'ai listé uniquement l'IETF qui sont discutés. Donc il y a plusieurs drafts, que ce soit sur le TLS, ça a été mentionné précédemment par Christophe, que ce soit sur le CMS, sur le CMP, qui sont des protocoles qui sont utilisés dans le cadre de l'utilisation aussi de la PKI, ou le SSH ou IPsec. Ce sont tous aujourd'hui des sujets qui sont traités et qui sont en cours de standardisation et en cours de discussion dans les groupes de travail. Alors, un exemple quand même sur lequel je voulais mettre l'accent, aujourd'hui, on a des solutions type HSM ou type PKI que notamment Eviden fournit. On a déjà aujourd'hui la possibilité de faire des tests, de lancer des POC en s'appuyant sur des librairies qui implémentent ces algorithmes post-quantiques. Et donc, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir d'ores et déjà générer des clés cryptographiques qui s'appuient sur des algorithmes post-quantiques et de pouvoir générer différents types de certificats pour déjà pouvoir faire quelques tests et avoir notre propre avis sur les différents formats de certificats que je vous ai présentés juste avant. L'objectif étant ensuite d'aboutir à des cas d'usage tels que l'authentification forte, l'accès par VPN, faire de la signature de code, la signature de documents, tous les cas d'usage qu'on peut retrouver ensuite au travers de l'utilisation d'un certificat numérique. J'ai pas eu de feuille pour le timing, donc c'est que je suis bon. Bonne nouvelle. Alors, une conclusion sur plusieurs slides. Tout d'abord, on en a beaucoup parlé, la standardisation et les recommandations, que ce soit par les agences françaises, européennes, sont à suivre. Ils sont très actifs sur le sujet, que ce soit au niveau du NIST, mais également l'ENISA en Europe et en France avec l'ANSSI, qui publie assez régulièrement des recommandations, des rapports sur leurs dernières analyses. On a eu une première certification en début d'année de la puce d'Infineon par le BSI sur la partie crypto post-quantique. On a une première certification qui est prévue, qui a été annoncée a priori par l'ANSSI courant de cette année. Donc ça avance aussi sur toute la partie certification des solutions hardware et logicielles. Et on a également énormément de publications qui sont faites de par les différents fournisseurs de solutions cybersécurité sur la possibilité d'ores et déjà pouvoir mettre en œuvre des cas d'usage, de pouvoir tester, se préparer pour cette migration, même si effectivement les protocoles sont encore en discussion.
C'est mon avant-dernier slide. L'objectif, ça a été présenté aussi, hein, c'est de se préparer. 10 ans, c'est à la fois très court et très long. Ça dépend si on s'y prend suffisamment tôt. Donc la première étape, c'est de faire son inventaire cryptographique, bien identifier quels sont les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui et qui sont impactés par la menace quantique. L'objectif ensuite, c'est de faire une évaluation, de mettre en place une méthodologie et de pouvoir l'exécuter. Vous pouvez aussi d'ores et déjà demander, solliciter des démos et des tests sur l'utilisation de ces algorithmes quantiques. On a beaucoup parlé des performances, hein, que ce soit de la taille des clés, la taille des certificats qui va être impactée aussi, puisqu'on va cumuler différents types de clés dedans. Et puis s'appuyer sur les recommandations des experts cyber et des agences. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mon dernier slide est juste quelques pistes de lecture. Vous avez à disposition énormément de lectures en ligne sur le sujet. On a créé plusieurs guides à la fois pour la migration, pour l'utilisation de nouvelles solutions qui supportent le post-quantique. Donc tout est disponible, il n'y a plus qu'à se renseigner et à se mettre en marche. Dernier slide sur la question.